J'ai travaillé une fois comme aide-soignant pour une femme de 65 ans atteinte d'un handicap de développement. Sa fille, Sophie, qui avait une quarantaine d'années, travaillait de nuit et avait besoin de quelqu'un avec une expérience médicale pour veiller sur sa mère pendant la nuit. Quand je dis que j'ai travaillé pour elle, je veux dire que j'ai littéralement travaillé juste une nuit, et cette histoire va expliquer pourquoi je n'y suis jamais retourné. La femme de 65 ans s'appelait Marie, et sa fille, qui m'a contacté, s'appelait Sophie. Il est possible que Sophie n'ait pas eu d'autre famille pour l'aider, ne voulait pas ou ne pouvait pas se permettre de placer Marie dans une maison de retraite. Alternativement, elle pourrait se sentir plus à l'aise en engageant quelqu'un avec de l'expérience pour s'occuper de sa mère. À l'époque, j'étais déjà aide-soignant pour 2 autres femmes atteintes de handicap de développement, donc j'avais de l'expérience. Cependant, rien ne m'avait préparé à cette nuit-là. Sophie est partie travailler, et plus tôt dans la journée, j'avais travaillé à mon premier emploi, poussant mon corps à l'épuisement pour gagner autant d'argent que possible. Sophie m'a présenté à Marie, qui m'a souri avant que Sophie ne l'amène à l'étage dans sa chambre pour la nuit. Il était environ 21h. Sophie m'a informé que Marie se promenait parfois dans la maison la nuit, dans un état de confusion, et que je devais la calmer et la ramener dans sa chambre. Quand j'ai demandé, elle a précisé que ce n'était pas du somnambulisme mais un symptôme de la démence de sa mère. Je l'ai assuré que je saurais comment gérer cela. J'ai passé mon temps initialement dans le salon à regarder ma série. Ces emplois ne sont pas très glamour et impliquent principalement beaucoup d'attentes. J'ai entendu des pas venant de l'étage et je suis allé vers l'escalier, appelant le nom de Marie pour voir si elle avait besoin de quelque chose. Elle n'a pas répondu, et j'ai entendu ses pas retourner dans sa chambre, suivi de la porte qui se fermait. Peut-être qu'elle était allée aux toilettes. Je suis retourné dans le salon et j'ai continué à regarder la télé. Environ 1 heure plus tard, je suis allé chercher mon sandwich dans le frigo. En sortant de la cuisine avec mon assiette et mon sandwich, j'ai failli avoir une crise cardiaque et j'ai laissé tomber l'assiette quand j'ai vu Marie debout à l'embrasure de la porte, du verre brisé partout. Je me suis excusé et lui ai demandé si elle allait bien. Elle a commencé à crier, me demandant « Qui êtes-vous » Je lui ai rappelé que j'étais son aide-soignant, là pour m'assurer qu'elle allait bien. Elle a crié « Pourquoi êtes-vous ici ?»« Je ne vous connais pas, entre autres choses. » Je lui ai rappelé que nous venions de nous rencontrer et que sa fille, Sophie, m'avait engagé pour veiller sur elle et la maison. Cela a semblé fonctionner suffisamment longtemps pour que je la ramène à l'étage dans sa chambre. Je lui ai apporté un verre d'eau, de la mélatonine et du clonazepam, m'assurant qu'elle prenait les 2 avant de retourner en bas. Après quelques heures, j'étais absolument épuisé et j'avais besoin de dormir quelques heures. Il y avait une chambre d'amis à l'étage avec un lit simple où Sophie a dit que je pouvais me reposer si nécessaire. Je sentais que Marie dormait pour la nuit à cause de la mélatonine. Je me suis endormi en quelques minutes, mais je n'ai dormi qu'1 heure environ. Je me suis réveillé à cause d'un bruit venant du rez-de-chaussée. C'était un claquement répété, toutes les 1 à 2 secondes, venant de la cuisine. Je me suis levé d'un bond, réalisant que le bruit venait de la cuisine. Je suis descendu aussi vite et silencieusement que possible. En atteignant le bas de l'escalier, j'ai regardé autour de l'ouverture de la cuisine et j'ai vu une scène digne d'un film d'horreur. Marie se trouvait dans la cuisine sombre, ouvrant et claquant la porte du four à répétition. C'était effrayant. Quand je dis que j'ai vu Marie, je n'ai vu que sa silhouette dans le noir. J'ai appelé Marie assez fort. Elle s'est arrêtée, s'est tournée vers moi, a fermé la porte du four une dernière fois et a commencé à marcher vers moi et l'escalier. J'ai demandé, d'une voix plus douce et effrayée, si elle allait bien. Elle s'est approchée suffisamment pour que je voie ses traits du visage, elle m'a regardé avec une expression vide, puis a continué à marcher devant moi et à monter les escaliers. Je l'ai suivie, mais dès qu'elle est arrivée dans sa chambre, elle a claqué la porte. J'ai frappé, demandant si elle allait bien. Elle n'a pas répondu. J'ai ouvert doucement la porte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et je l'ai vue debout près de son lit, face au mur. Ce comportement était incroyablement troublant, comme quelque chose sorti d'un film d'horreur. Je l'ai doucement aidée à se mettre au lit, l'ai couverte et lui ai dit bonne nuit, espérant que ce serait la dernière fois. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai essayé de rester éveillé pendant au moins une demi-heure, au cas où elle se réveillerait de nouveau. Cependant, je me suis endormi rapidement. Je me suis réveillé de nouveau beaucoup plus tard, la pièce était toujours dans l'obscurité totale, et l'alarme d'1 heure que j'avais réglée ne s'était pas encore déclenchée. Je regardais autour de moi, me demandant ce qui m'avait réveillé. Puis j'ai remarqué que la porte du placard était légèrement ouverte, et j'ai vu l'ombre noire d'une tête qui en sortait.
J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai appelé Marie à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle pousse la porte et s'approche lentement du lit. Elle a commencé à répéter ce qu'elle disait des heures auparavant, « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. » Alors qu'elle s'approchait, j'ai essayé de la calmer, lui rappelant qui j'étais. J'ai atteint la lampe à côté du lit, tâtonnant jusqu'à ce qu'elle s'allume. Marie tenait un énorme couteau de cuisine. À ce moment-là, tout a changé. Marie était maintenant une menace pour ma vie, et je devais me préoccuper de moi, pas d'elle. J'ai crié, « Marie, pose le couteau !» Mon cri semblait la stresser, car elle s'approchait et commençait à crier de nouveau, répétant qu'elle ne me connaissait pas. Je n'allais pas essayer de calmer une patiente atteinte de démence et brandissant un couteau, cela n'était dans aucune description de poste. J'ai planifié ma fuite, sautant du lit du côté le plus éloigné d'elle. Elle a crié, « Qui êtes-vous » et a balancé le couteau faiblement alors que je courais devant elle. Malgré la lenteur du geste, cela montrait qu'elle avait l'intention de l'utiliser. J'ai couru en bas, attrapé mes chaussures et suis sorti. Au lieu d'appeler le 911, j'ai appelé Sophie, comme elle l'avait demandé en cas de problème. J'étais courtois en faisant cela, car impliquer les forces de l'ordre n'aide rarement qui que ce soit. Sophie criait au téléphone pour que je ne parte pas, et je criais en retour, expliquant que Marie avait tenté de me tuer et que je n'avais pas appelé la police. Sophie a dû quitter le travail. Je suis resté dehors, m'assurant que Marie ne sorte pas jusqu'à ce que Sophie revienne. Lorsque Sophie est arrivée, Marie était de nouveau dans son lit, endormie. Sophie m'a accusé d'exagérer jusqu'à ce qu'elle trouve le couteau à côté du lit de Marie. Pour éviter d'être blâmé davantage, je n'ai pas mentionné que je m'étais endormi, mais je ne pensais pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Sophie m'avait même offert la chambre pour dormir. Je n'ai jamais retravaillé dans cette maison. Marie était la patiente la plus effrayante que j'ai jamais rencontrée en 9 ans de carrière d'aide-soignant.